Alors, bienvenue à la 7e activité de perfectionnement du REFAD pour l'exercice 21-22. Merci à Patrimoine canadien et au Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leur généreux appui financier. Des remerciements tout particuliers à M. Joël Monzier, qui est docteur en neurosciences à l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Il a accepté de présenter la réflexion pédagogique à propos de l'utilisation des écrans et leur effet sur les comportements des élèves. À propos de M. Monzier, il est docteur en neurosciences et il dispose d'une formation multidisciplinaire, enseignement, psychologie, psychomotricité, neurosciences et éthique. Désormais, il pratique la psychothérapie et se consacre de plus en plus à la formation continue d'enseignants et d'intervenants en milieu scolaire ou en centre de la santé. Auteur de 10 livres et conférencier international, M. Monzier propose un regard intégrant les différents domaines de compréhension de l'être humain, notamment des enfants et des familles, pour encourager des interventions qui ciblent non seulement les symptômes, mais surtout les sources des difficultés et des troubles psychiatriques. Au cœur de ces propos figurent les neurosciences qui redonnent leur lettre de noblesse aux pratiques éducatives et thérapeutiques. Donc, sans plus tarder, à vous la parole, M. Monzier. Écoutez, merci beaucoup pour votre accueil. C'est un beau temps de midi à passer en fait avec vous. J'en suis vraiment content. Peut-être dire aussi que j'ai du matériel où je pourrais vous entretenir pendant des heures et des heures et des heures. D'ailleurs, ce matin, je donne encore une partie de la formation à des professionnels de la santé pour justement faire de l'intervention au départ de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on se constate que nos jeunes sont un peu trop souvent aux prises avec les écrans de loisirs. Donc, c'est certain qu'en 40-45 minutes, je n'aurai pas le temps d'aller dans tous les détails. Donc, j'essaie avec, de trouver une manière de vous présenter quand même des éléments qui sont, je pense, pertinents et j'espère que ça va vous convenir. Alors, là, au début, ce que j'ai envie d'attirer votre attention, c'est sur l'importance de sensibiliser. Pourquoi sensibiliser? Parce que ça ne sert à rien d'attaquer le problème de front et d'y aller dans une démarche de type c'est bien, c'est mal, d'y aller avec une démarche morale. Souvent, les parents ou les enseignants, quand ils essayent de sensibiliser les enfants ou les adolescents, ont beaucoup plus de chances d'atteindre des objectifs, d'accord? Que s'ils y vont dans un rapport de force, parce que de toute façon, nos enfants et surtout nos ados vont résister. Et encore plus les jeunes adultes qui vont dire hey, comment ça se fait que des adultes me disent quoi faire? J'ai 18 ans, j'ai 22 ans, je fais ce que je veux. Donc, l'important, ça va être une grande sensibilisation pour éviter justement des débordements. L'autre chose aussi qui est importante, c'est que quand nous, on tente de faire une sensibilisation, ce qui est important, c'est d'avoir un certain nombre de connaissances pour comprendre pourquoi il faut encourager nos jeunes à mettre des limites. Si nous, on ne le sait pas, ça devient très difficile pour nous de pouvoir tenir la barre. Et c'est là que je vois souvent des parents qui vacillent parce qu'ils savent que quelque chose qui ne va pas, mais en même temps, ça répond à des besoins, mais en même temps, ils ne sont pas bien, mais en même temps, il faudrait. Puis, les écrans font partie de notre vie. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on ne le fait pas? Et le flou dans lequel les adultes peuvent se retrouver parfois dans leur lien avec les enfants pour pouvoir essayer d'amener des limites cohérentes et constantes auprès des enfants est perturbé par le manque de repères concrets que nos jeunes, que nos adultes peuvent avoir. Donc, on a une sensibilisation à faire auprès des jeunes, mais il y a également une sensibilisation à faire éventuellement auprès des adultes si on est en contact avec des adultes. L'autre chose qui est aussi importante, c'est quand on parle des écrans, on confond toute forme d'écran. Or, toute forme d'écran n'a pas nécessairement le même impact. Il y a 3 grands usages, d'accord, qui existent par rapport à l'usage des écrans et qui vont avoir des effets différents. Le premier, c'est, par exemple, aujourd'hui, je suis avec vous. On est aux 4 coins du Canada, d'accord, coast to coast, même on est tous francophones, mais l'avantage d'utiliser un moyen électronique, d'utiliser un écran pour pouvoir se rejoindre, pour que je puisse vous transférer de l'information et que vous puissiez vous l'approprier pour vous dans votre quotidien, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, eh bien, c'est grâce aux écrans. Donc, on ne va pas
reprocher aux écrans d'être là. C'est quelque chose de très pratique. On ne pourrait pas avoir une activité comme celle-ci. Il y a 50 ans, ça aurait été compliqué parce que les moyens technologiques ne nous l'auraient pas permis. Donc, les écrans nous apportent quelque chose de positif. Quand on a un cours, qu'on utilise des slides, qu'on utilise de la couleur, qu'on prend des images pour pouvoir frapper l'imaginaire de nos étudiants, ça fait partie des choses qui sont utiles d'utiliser l'écran. Donc, un écran intelligent ou la projection de slides ou éventuellement des vidéos pour pouvoir illustrer nos propos deviennent quelque chose de très utile d'un point de vue pédagogique. Donc, l'idée n'est pas de remettre ça en question. L'idée, c'est de voir à quel moment on peut avoir un problème. Depuis le début de la pandémie, à cause des différentes formations que j'ai données dans le cadre, surtout d'associations de parents qui me demandaient de les aider à mieux coacher leurs jeunes, j'ai vraiment fait une distinction avec le deuxième point. Le deuxième point, c'est le contact avec la famille et les autres amis qui est nécessaire. On est dans une période où, pour respecter les mesures sanitaires, on a profondément restreint nos déplacements, on a profondément restreint nos interactions les uns avec les autres. Donc, le fait de se voir, le fait de se communiquer, éventuellement de garder contact avec une personne qui serait vulnérable face au virus. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être plus dommageable d'aller la visiter que de rester chez soi et de faire un contact avec la personne de la famille qu'on ne peut pas voir physiquement. J'ai 2 grands ados qui ont terminé leur secondaire 5 pendant la période de pandémie. Ils sont au cégep actuellement. Mais ce qui est certain, c'est que dans des périodes dites de confinement où ils faisaient de l'apprentissage hybride, où ils faisaient carrément un apprentissage uniquement à la maison, eh bien, pour les deux, ils avaient 2 réactions différentes. Ma grande fille, d'accord, être en train de travailler à son ordinateur et d'avoir son téléphone et de voir sa meilleure amie, d'interagir avec sa meilleure amie pour faire son travail, ça les stimulait toutes les deux. Ça leur faisait en sorte que l'une comme l'autre, elles étaient plus efficaces dans leur travail. Donc, c'était un apport. Pour son jumeau, même famille, même contexte, même maison, même classe, ils sont tous les deux dans la même classe en secondaire 5, eh bien, pour lui, d'être en contact avec ses copains, c'est exactement l'inverse. Ça devenait un distracteur. Donc, là où on fait attention, c'est vraiment le contact avec les autres parce que les impacts vont être éventuellement différents, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on avait avec la première catégorie. La troisième catégorie, c'est celle dont je vais parler un peu plus aujourd'hui, au niveau des effets, qu'on ne se rend pas toujours compte de comment ça se joue au quotidien pour les personnes. Et là, je vais le placer. On a, dans un premier temps, les jeux vidéo, on a la télévision, bien entendu, on a les textos intempestifs et surtout les échanges réactifs sur les réseaux sociaux. OK? Donc, quelque part, ce n'est pas parce que je transmets, par exemple, un texto pour dire « attention, je rentre à telle heure ou avec une demi-heure de retard » que ça pose problème. C'est le fait que je sois incapable de ne pas texter si je suis au volant. C'est le fait que je sois incapable de ne pas texter si je suis en train d'assister à une conférence ou à un cours. C'est le fait que je suis 3 ou 4 conversations en parallèle. Hey, j'ai un professeur qui est en train de me parler en début de la classe, mais je l'ai complètement oublié. Moi, je suis en train de régler une dispute entre 4 de mes amis. Et c'est là que ça devient plus problématique, à ce moment-là, l'usage des jeux. Pardon, l'usage des écrans. Donc, l'idée, ce n'est pas de culpabiliser personne, d'accord? L'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut corriger pour éviter que des effets négatifs de la surutilisation des écrans de loisirs. Et en règle générale, les 2 premières catégories dont je vous parlais tout à l'heure, leur problème est beaucoup plus lié à la sédentarisation qu'à l'usage de l'écran lui-même. Dans le sens qu'on est tous à risque, depuis le début de la pandémie, donc d'être moins à s'être déplacés, on est tous à risque d'avoir pris un peu de poids. Parfois, c'est 2 livres, parfois, c'est 5 livres. Il y en a certains, ça peut être 10 livres, tout simplement parce qu'on ne se déplace plus dans notre lieu de travail, on ne monte plus les escaliers comme auparavant, on a peut-être moins le réflexe de sortir de la maison pour pouvoir aller prendre une marche, surtout s'il y a un couvre-feu. Donc, les écrans deviennent, d'accord, un élément où on se sédentarise beaucoup plus et avec les risques de la sédentarisation, de la même manière que la voiture a amené énormément de problèmes cardio-respiratoires dû au fait qu'on était en plus grande sédentarisation. C'est surtout la troisième catégorie qui pose problème de santé. Et c'est là que je vous disais, je pourrais vous en parler pendant des heures. Il y a tellement de documents aujourd'hui que l'on peut avoir pour justement comprendre. Au départ, ma réaction face aux écrans,
D'accord? C'était avant tout comme clinicien où je voyais de plus en plus de familles déchirées par les écrans, d'adolescents qui tombaient dans des problématiques de dépendance de manière parfois outrancière par rapport à l'écran et qui en finissaient même par décrocher au niveau scolaire tellement les écrans posaient problème. Mais à ce moment-là, on essayait de comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui, mais c'est un jeu, oui, mais c'est une communication. C'est quoi? Il n'y avait pas encore d'études. Aujourd'hui, je peux vous dire que 20 ans plus tard, on a de plus en plus d'éléments qui nous laissent, en fait, enfin, qui nous montrent quels sont les risques, justement, de ne pas avoir de limite claire pour pouvoir arriver à justement encadrer nos jeunes. Et l'objectif, c'est de les sensibiliser et pas de les condamner. Une manière que j'aime prendre pour sensibiliser, c'est de faire une comparaison avec l'alcool. Si vous vous souvenez des publicités qui sont sorties avant, au moment où le pot est devenu légal, on nous rappelait qu'en 1985, au Québec, c'est le moment, en fait, où on a commencé à interdire l'alcool au volant. Ça veut dire qu'avant 1985, vous pouviez être sous, vous pouviez avoir des accidents, vous pouviez tuer quelqu'un. C'était pas grave. D'accord? Parce que l'alcool au volant est toléré. Mon frère et ses conditions et le monsieur sous qui a tué mon frère n'a même pas eu un ticket parce qu'il n'avait même pas fait un excès de vitesse. Donc, c'est quelque chose qui est là et le changement. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, en tout cas malheureusement, il y en a certains qui le font, mais on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui est sous prendrait le volant. Et les règles sont de plus en plus claires et c'est devenu quelque chose d'illégal, voire de criminel que de consommer de l'alcool comment dire, en conduisant. Le problème n'est pas l'alcool proprement dit. Le problème, c'est notre manière, c'est notre relation à l'alcool. Autrement dit, si tous les soirs, comme beaucoup de Méditerranéens ou d'Européens, d'accord, vous consommez votre petit verre de vin rouge, il paraît que ce n'est pas nécessairement mauvais, ça fait partie de la diète méditerranéenne qui ferait en sorte qu'on aurait une bonne santé alimentaire et donc une bonne santé tout court. Donc, boire un verre de vin rouge ne pose pas de problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si je n'en ai pas? Si le soir, quand j'ai terminé ma journée de travail, quand je m'assois pour manger, je n'ai pas mon verre de vin rouge et que là, je commence à angoisser à l'idée de ne pas avoir cette belle récompense qui dit « Hey, correct Joël, tu as passé une bonne journée, tu as le droit de te donner une petite récompense », là, je vais commencer à avoir un problème. Donc, c'est la difficulté de gérer le manque. Ce qu'on va avoir, c'est notre adolescent ou notre jeune adulte qui, à l'école, a de la difficulté à se séparer de son téléphone pendant quelques minutes, a de la difficulté à ne pas faire un jeu vidéo dans un intercours. D'accord? C'est l'incapacité d'être avec son téléphone qui pose problème, plus que le téléphone en ta question. L'autre chose, ce n'est pas parce que je prends un verre de vin que j'ai un problème. C'est peut-être si j'en prends un peu trop, là je tombe dans la deuxième image, c'est que je n'arrive pas à m'arrêter. Et j'en bois, et j'en bois, et j'en bois, et tant qu'il y en a, donc c'est mon incapacité à m'autocontrôler qui devient un problème. C'est plus le verre de vin rouge, c'est mon incapacité à m'autocontrôler, à arrêter. Troisième élément, c'est la qualité ou la quantité d'alcool qu'il y a dans mon verre. Autrement dit, si je prends un whisky ou une bonne liqueur, d'accord, peut-être que ça peut être bon, ça peut être agréable avec des amis ou même le soir, ça peut être ma récompense. Mais si je bois 2, 3, 4 verres de ce même alcool, on peut avoir un problème. Donc là, à ce moment-là, on va parler du degré d'agressivité. Si je fais des jeux vidéo qui sont agressifs, si je fais du chatting où je suis agressif, si je menace les autres, si je fais de l'intimidation, donc on voit qu'il y a une gradation avec des activités qui sont peut-être relativement stables, nobles, correctes, avec un degré d'agressivité et de décharge, d'accord, de plus en plus grand, qui pourrait justement m'amener à des comportements de plus en plus problématiques. Oups, si ça veut bien avancer. On dirait que mon écran a gelé. Voilà. Et un des auteurs qui est le plus travaillé pour essayer de rassembler, de colliger les effets problématiques de la surutilisation des écrans, c'est Michel Desmurger. Ici, je vous cite un extrait de son livre de 2019 qui s'appelle « La fabrique du crétin digital », où il critique beaucoup l'utilisation des jeux vidéo, mais son premier livre qui pour moi avait été une ressource extraordinaire, en 2011, ça s'appelait « TV Lobotomie », où il avait justement montré à quel point la télévision, comme on commençait de plus en plus à
voir des effets problématiques dus à la télévision. Et puis, 8 ans plus tard, il a sorti l'équivalent, mais par rapport aux jeux vidéo et au chatting intempestif. Et ce qui est intéressant à voir dans ce que lui va rapporter, c'est qu'il dit le temps d'écran de loisir n'est pas seulement excessif, il est extravagant. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, seulement 6 à 10%, selon les études, de familles ne sont pas dans une situation problématique dans la gestion de leurs écrans. Autrement dit, c'est en train de quelque chose de se généraliser. Et veut pas, au début de la pandémie, au mois de mai et au mois de juin de l'année dernière, en 2020, pardon, on avait des publicités qui passaient sur FM 93, FM 95, c'est-à-dire des radios parlées, des radios qui s'adressent aux adultes, d'accord, et qui disaient « Je sauve des vies, je joue à des jeux vidéo. Restez chez vous. » La publicité, elle n'était pas faite pour les ados. Elle était faite pour déculpabiliser les parents de ne plus mettre de limites dans l'utilisation des écrans de loisirs avec leurs jeunes. Et c'est quelque chose de complètement dichotomique parce que depuis quelques mois, on avait entamé, en fait, Lionel Carman, on avait reçu le mandat, mais j'étais une des personnes qui travaillait avec lui sur ce projet-là, l'importance de créer une politique pour avoir une meilleure gestion des écrans. Donc, d'un côté, on se rend compte de plus en plus des effets problématiques des écrans de loisirs et de l'autre côté, on les a encouragés de manière outrancière pendant la pandémie pour que nos jeunes respectent le plus possible les conditions dans lesquelles on demandait à la population de vivre compte tenu justement de la crise pandémique dans laquelle on est. Quand on regarde des données qui existaient déjà avant la crise, d'accord, on considérait que si, selon Santé Canada, on devrait être capable de voir un maximum de 2 heures d'écran de loisirs par jour. Personnellement, je trouve ça excessif. Si vous écoutez Michel Desmurget, Boris Cyrulnik, Bruno Harley, Sabine Duflot, qui sont mes collègues qui essaient de sensibiliser aussi à la surutilisation des écrans, ils vont vous dire que 2 heures par jour, c'est beaucoup, 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 beaucoup trop en termes de loisirs, pas en termes de travail. Or, quand on regarde ces 2 heures par jour, qui font partie des directives canadiennes, on se rend compte que les enfants à l'école primaire consomment, déjà, il y a 24% des jeunes qui consomment plus que 2 heures par jour d'écran. Et là, on ne parle pas d'une journée de glace, on ne parle pas d'une journée, où il vaut peut-être mieux que les enfants restent à l'intérieur parce que c'est dangereux dehors. On parle d'une habitude quotidienne chez ces jeunes-là. Et quand on regarde chez nos ados, 74% de nos jeunes consomment plus que 2 heures par jour d'écran de loisirs. Et là, veut pas, ça va avoir des habitudes. Ça va perturber les apprentissages d'une manière ou d'une autre, comme ce que je vais vous l'expliquer dans les prochaines minutes. Alors, j'appelle ça le combat des chefs. Pourquoi le combat des chefs? Parce que quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau, il y a 2 structures qui sont en train de chamailler les unes les autres. Et pour le comprendre, j'aime beaucoup les mises en situation. Quel morceau de tarte est-ce que vous prendriez? Est-ce que vous allez commencer par les fraises la chantilly ou vous allez commencer par la croûte? Par la croûte pour Pedro, OK? Mais où vous allez prendre 2 fois de la tarte. OK? Donc, quelque part, d'accord, je suis face à un beau morceau de tarte et c'est vrai que la tentation, surtout si j'ai fait une journée de travail importante ou une journée d'école importante, hey, les fraises, elles ont l'air tellement appétissantes. Et il y a une propension naturelle pour aller vers la partie onctueuse, d'accord, de ma tarte. Plus rares sont les personnes qui disent « je commence par la croûte ». Personnellement, je commence par la croûte parce que je préfère le côté que j'aime moins avant d'aller dans ce que j'aime le plus. Et quelque part, ça va nous amener à comprendre certains comportements en fait de nos élèves. Il y a des élèves, il y a des étudiants qui ont besoin d'une réassurance rapide, qui ont besoin d'un rétrofeedback rapide. D'accord? Parce que ça correspond à leur nature. Ils ont besoin de ça pour être capables de fonctionner dans nos cours. Donc, il faut en tenir compte. Et il y en a quelques-uns qui sont capables de délayer leur plaisir pour pouvoir faire quelque chose qui est peut-être moins marrant. Quelque part,
si je veux faire une dictée ou si je veux me préparer à un examen que vous êtes en train de me préparer avec gentillesse pour que je puisse acquérir les belles connaissances que vous me transmettez, eh bien, il faut que j'accepte de souffrir, d'accord? Surtout si c'est une matière avec laquelle je peux avoir un peu plus de difficultés, pour que éventuellement j'aille à l'examen et que j'attende une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, d'avoir une rétroaction qui me dit « Hey, tu as bien étudié, mon grand ». Combien d'élèves, et puis peut-être que vous les connaissez dans vos groupes classes, combien d'élèves aiment avoir le résultat immédiat? C'est normal. Tu as souffert, tu donnes ta prestation, tu veux savoir c'est quoi ton chrono. Tu veux savoir si tu es premier ou tu es 30e. Au moins, si tu veux savoir si tu as bien réussi ou tu as réussi un peu moins. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais ça va venir jouer un problème parce qu'il va y avoir un combat, d'accord, entre deux structures. Et les jeux vidéo vont jouer beaucoup là-dessus, le chatting intempestif aussi, dans un combat entre, d'une part, l'hippocampe, qui est une structure très importante pour les apprentissages, je vais revenir après, et le striatum, qui est une structure qui, avec les noyaux codés, vont libérer beaucoup de dopamine et qui vont me donner l'impression que ce que je fais à ce moment-là, c'est une bonne chose pour moi. Alors, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si vous prenez un chips en bouche, OK? Un chips, ce n'est pas bon pour la santé. C'est même pas bon dans la bouche. On va le manger, pourquoi? Parce qu'il y a de la graisse et il y a du sel. Et que notre cerveau fonctionne encore comme au temps du Cro-Magnon et de nos ancêtres d'avant, c'est-à-dire qu'on a besoin de sel pour avoir des sels minéraux et on a besoin de graisse pour être capable de résister à la froidure de l'hiver. Donc, quand on met un chips en bouche, on envoie un message à notre cerveau, tu manges 2 choses qui sont nécessaires pour toi. Ceux qui font de la chasse, vous le savez qu'une des manières de pouvoir appâter un peu les orignaux, c'est de mettre un bloc de sel. Si l'orignal vient régulièrement prendre du sel à cet endroit-là, et qu'en plus vous mettez des carottes à la période de chasse, d'accord? Eh bien, vous savez qu'il y a de fortes chances que vous puissiez avoir un orignal, d'accord? Puis d'avoir un beau, comment dire, une belle corne à exposer dans votre chalet éventuellement par après. OK? Donc, le fait d'aller chercher du sel, c'est nécessaire. Le fait, par exemple, si vous regardez les oiseaux, souvent, quand la ville a déposé du sel sur la route, ils vont aller picorer le sol parce qu'ils vont aller chercher le sel. Ils en ont besoin pour leur équilibre. Nous avons encore ce programme-là. Et en fait, ici, dans notre cerveau, dans la zone hédonique, la zone de récompense, la zone de plaisir, il y a une libération très importante de dopamine qui va se faire à ce moment-là et qui nous dit « continue, mange-en ». Donc, à partir de ce moment-là, on va vouloir continuer, on va vouloir en manger, d'accord? Et on a l'impression que c'est une bonne chose pour nous de manger un chips. Donc, on mange un chips une fois, on mange un deuxième, on mange un troisième, on mange un quatrième, et notre cerveau est tellement leurré qu'on oublie de s'arrêter. Et tant que le bol n'est pas, comment dire, vide, on va vouloir continuer. Ou alors, il faut avoir l'estomac qui est complètement gonflé. Alors là, on va avoir un autre signe. Et ce qui est pire, c'est que l'industrie joue sur un troisième élément. Ils mettent une petite molécule qui bloque la sensation de satiété, ce qui fait qu'on ne sent même pas nos signaux, comme quoi on n'a plus faim, tellement on veut en manger. Donc, on est complètement leurré. Notre cerveau est leurré. L'autre élément, est-ce que vous sentez votre odeur? Donc, éventuellement, ce matin, vous vous êtes rasé, vous avez mis un peu d'aftershave, vous avez mis un peu de parfum avant d'aller travailler ou même simplement pour être dans la maison. Et au bout de 10 minutes, parfois 5, parfois 15, vous ne sentirez plus votre odeur. Pourtant, si je me rapproche de vous, je vais sentir votre odeur. Mais le cerveau est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Parce que ce qui est connu n'est pas marrant. Notre cerveau est fait pour qu'on s'adapte au changement, qu'on s'adapte à l'environnement dans lequel on est. OK? Ça fait partie des stratégies d'apprentissage qu'on va utiliser. On va poser des questions à nos étudiants, on va les mettre en situation, on les déstabilise un peu et on crée de la curiosité chez eux. Donc, on utilise d'une bonne manière le phénomène d'habituation. On veut que nos élèves écoutent. On veut que nos élèves soient intéressés. Et le phénomène d'habituation, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si je fais tout le temps quelque chose de répétitif, j'ai plus de fun. Ce qui peut amener éventuellement certains jeunes à vouloir, vouloir, vouloir. Parce que ma dopamine, une fois qu'elle est libérée,
mettons que la première fois, je vais avoir une libération de 100. La deuxième, ce sera 50. La troisième, ce sera 25. Mais si je veux la même stimulation de dopamine, il va falloir que je mange 4 fois plus de chips pour avoir la même dopamine. Et mon cerveau en a besoin. Il me dit, c'est une bonne chose pour moi de faire ça. Et c'est ça qui nous amène parfois nos jeunes à être dans des jeux vidéo, dans du chatting, c'est qu'ils ont l'illusion, un, qu'ils font quelque chose de bien, et deux, il y a le phénomène d'habituation. Au moment où ils arrêtent leur écran de loisir, eh bien, ils n'arrivent plus, en fait, à se stopper. Et en n'arrivant plus à se stopper, ils en veulent, ils en veulent, ils en veulent, ils en veulent. Et c'est là qu'ils peuvent être dans notre classe. Normalement, ils pourraient nous écouter, ou ils devraient nous écouter, mais le téléphone va être plus important parce qu'il y a un besoin d'aller chercher un tout petit peu de dopamine parce qu'ils ont l'impression qu'en étant en contact avec leurs amis, ou ils ont l'impression qu'en faisant un jeu vidéo, ils vont avoir une meilleure qualité de vie, ils vont avoir quelque chose de meilleur. Et ça va renforcer, d'accord, de plus en plus la volonté d'une récompense immédiate. Et j'en veux, et j'en veux, et j'en veux encore plus. Donc, quelque part, notre cerveau est leurré grâce aux écrans de loisirs. Et ça peut amener à ce moment-là toute une modification de la chimie du cerveau, dans le sens que pour avoir de plus en plus de dopamine, d'accord, je devrais normalement avoir un équilibre avec la sérotonine qui me contrôle au niveau de mes affects. Je devrais avoir de la noradrénaline qui me permet de tempérer, d'avoir du gros bon sens et de faire des choix conscients. Mais j'ai tellement besoin de dopamine que je vais inhiber de plus en plus les connexions qui me permettent de libérer de la sérotonine. Le seul problème, c'est que la sérotonine est importante pour moduler mes émotions, c'est important pour moduler mes affects, c'est important pour pouvoir avoir accès à la résonance émotionnelle. Parce que si quelqu'un tombe et se fait mal, ma résonance émotionnelle va faire en sorte que je vais vouloir l'aider à se relever. D'accord? Si je vois quelqu'un qui a de la peine, le côté naturel, c'est d'aller vers la personne. « Hey, je vois que ça ne va pas pour l'instant. Comment tu vas? » Mais si je fais ça, je ne suis plus en train de faire des jeux vidéo. Je ne suis plus en train de chatter. Donc, j'ai de moins en moins plaisir à être en relation avec mes copains et mes copines dans la cour de récréation parce que le chatting qui me libère beaucoup plus de dopamine devient plus important. Ou le jeu vidéo que je fais dans ma récréation est quelque chose de plus agréable. Ou la vidéo YouTube de pornographie devient quelque chose de plus stimulant que d'aller jaser avec mes amis. Et ce qui amène de plus en plus les jeunes à aller vers la vie virtuelle. Et c'est là que des projets comme Meta, d'accord, de Mark Zuckerberg peuvent devenir problématiques parce qu'on a probablement des jeunes qui vont être de plus en plus dans le virtuel et de moins en moins dans la vie réelle. OK? L'autre chose, c'est que normalement, ma noradrénaline doit arriver à me peser le pour et le contre et m'aider à faire les meilleurs choix possibles. En l'occurrence, je suis en voiture, j'ai mon téléphone qui bip parce que j'ai une notification qui arrive, ma noradrénaline devrait me permettre de dire « Regarde pas ton téléphone, tu roules. » Non, oui, mais c'est parce que le besoin de dopamine, qu'est-ce qui va se passer si je n'interagis pas avec mon ami ou mon amie ou ma conjointe, mon conjoint? OK? Donc, à ce moment-là, je vais inhiber ma noradrénaline pour aller vers la même chose. Vous êtes au cours, votre jeune, il va vouloir chatter avec ses amis parce qu'il n'a plus la capacité de prendre une décision en son âme et conscience qui est « moi, je veux écouter le cours de Pedro ou de Serge, d'accord? Donc, je vais choisir de rester attentif plutôt que d'utiliser mon téléphone. » Et c'est là que ça devient problématique éventuellement dans les enjeux d'éducation, dans les enjeux de formation, parce que plus nos jeunes sont pris par le téléphone, plus la dopamine est libérée, plus le striatum et le noyau codé vont être dominants dans nos cerveaux au détriment de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est l'autre chef. C'est le chef qui me permet d'apprendre. L'hippocampe, c'est un peu comme le microprocesseur de notre cerveau. D'accord? C'est ce qui nous permet d'emmagasiner des nouvelles connaissances. C'est ce qui nous permet de dispatcher ces connaissances.
C'est ce qui nous permet d'envoyer les connaissances dans le temporal qui sont comme notre disque dur. C'est ce qui nous permet de manager les connaissances dans notre disque souple, d'accord, notre mémoire vive de notre cerveau, qui est le préfrontal. OK? Et pendant la nuit, l'hippocampe va retravailler toutes ces connaissances-là pour les replacer dans le bon ordre de manière à être plus efficace demain pour mieux m'adapter. En l'occurrence, je dois mieux m'adapter au cours que vous avez la gentillesse de me présenter quand je suis avec vous. Ou pour l'instant, pour vous, vous devez vous adapter aux nouvelles connaissances que je suis en train de vous donner. Et vous faites les liens entre ce que vous connaissez déjà des processus d'apprentissage, ce que vous connaissez déjà un peu du cerveau, ce que vous connaissez déjà des effets éventuellement des écrans positifs et négatifs, et vous essayez de faire la part des choses entre ces différents éléments. Ce qui est normal, c'est ça un processus d'adaptation, c'est ça un processus d'apprentissage qui va optimiser l'adaptation pour qu'on ait de meilleures connaissances pour mieux s'adapter. Et le problème, c'est que dans le cerveau, d'accord, il y a un grand conflit entre tantôt c'est le striatum noyau caudé qui va gagner, tantôt c'est l'hippocampe qui va gagner. Et vous savez, l'hippocampe est une des rares structures de notre cerveau où on a trouvé des cellules souches. Normalement, pratiquement toutes nos cellules, tous nos neurones sont présents au moment où on sort du ventre de notre mère. Et ce qui va faire la maturation du cerveau, c'est la création des synapses entre les différents neurones. On va avoir des activités qui vont couper les liens et on va avoir des activités qui vont activer les liens. OK? Et quelque part, dans l'hippocampe, on a remarqué chez les personnes qui développaient beaucoup de connaissances, et notamment probablement chez les personnes comme vous, d'accord? C'est que plus elles maîtrisent des connaissances, plus elles apprennent et qu'elles maintiennent très longtemps les processus d'apprentissage, plus ça crée des nouvelles cellules, des nouveaux neurones dans le cerveau. Et d'ailleurs, c'est une des conditions qui font en sorte qu'il y a moins de risques qu'on développe l'Alzheimer. Parce que notre hippocampe étant beaucoup plus solide, il va mieux orchestrer l'ensemble de notre cerveau et on risque d'avoir une santé meilleure. Donc, on voit à quel point il va y avoir un conflit et c'est soit l'un, soit l'autre. Vous savez, si vous voulez prendre un objet, si je veux par exemple prendre ma gourde et boire un peu d'eau, il faut que j'active tous les neurones qui vont opérer pour que je puisse prendre ma gourde, mon verre, mon café ou éventuellement mon morceau de tarte. D'accord? Mais il faut qu'à ce moment-là, dans le même instant, j'inhibe tous les neurones qui me permettraient de courir derrière mon bus. Parce que je n'ai pas besoin de courir derrière mon bus, il faut que je mange ou que je boive. Donc, le cerveau travaille beaucoup sur on-off. C'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un et l'autre. Sauf certaines activités comme la musique, où là, on va utiliser l'ensemble de nos structures du cerveau, ce qui peut être parfois très intéressant. Bref, toujours est-il que ce combat-là existe chez nos jeunes. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, tout à l'heure, on vous a expliqué que j'avais un doctorat en neurosciences. Donnez-moi des neurosciences, donnez-moi de la psychologie, je tripe. Donc, quand j'apprends quelque chose de nouveau sur le cerveau ou de la psychologie humaine, toutes mes structures du cerveau, et probablement qu'il y a de la dopamine qui va sortir au même moment parce que j'aime ça. Et j'aime ça depuis que j'ai 13 ans, avec mes premiers cours de neurosciences. Je suis tombé en amour avec ce qui se passait dans le cerveau. Et pour moi, c'est quelque chose qui est facile. Ouais. Mais mettez-moi dans un cours de langue. J'ai un léger déficit auditif qui a été détecté très, très tard. Et pendant tout mon secondaire, on m'a dit que je manquais d'efforts, je ne faisais pas assez d'efforts, que ceci et que cela. C'est drôle, c'est les seuls cours que j'étudiais. Donc, je les faisais, les efforts. Mais personne ne s'est inquiété de savoir si j'avais un trouble ou non au niveau de l'oreille. Bref, si vous me mettez aujourd'hui dans un cours de mandarin, si je devais aller en Chine accompagner les journalistes pour voir les Jeux olympiques, ça aurait du sens que j'aille apprendre le mandarin, ne serait-ce que de me retrouver mon chemin si je me perds quelque part. Mais si je n'ai aucun intérêt à apprendre le mandarin, OK? Que pour moi, ça ne représente pas un intérêt. Qu'est-ce que vous pensez qui va se faire? N'ayant pas d'intérêt, je vais falloir que je fasse un gros effort pour que mon hippocampe embarque pour m'amener à maîtriser le mandarin. Oui, mais sauf que je joue à des jeux vidéo et les jeux vidéo me donnent la récompense immédiate. Ou je chatte avec mes amis qui me donnent la récompense immédiate.
À votre avis, mon cerveau il va faire quoi? C'est au-delà de ma volonté, surtout si je n'ai pas pris l'habitude de faire des efforts. Donc, parfois, quand on met même certains de nos enfants dans des situations de jeu où ils apprennent leur table de multiplication grâce à des jeux, d'accord? C'est des jeux pédagogiques, c'est utile. Mais en même temps, ça peut compliquer la vie du professeur après. Parce que son groupe, ceux qui aimeront moins les mathématiques, risquent peut-être d'avoir plus de difficultés à se concentrer sur un cours de mathématiques. D'accord? Donc, il faut voir aussi que parfois, la stimulation qu'on va avoir avec les jeux vidéo ou avec le chatting ou avec ce qu'on voit à la télévision, ça va modifier notre capacité d'attention. Savez-vous que au moins 8 fois par minute, vous devez faire un effort pour revenir concentré? L'attention, on nous l'a présenté pendant des années comme étant quelque chose de statique. Si vous écoutez les compagnies pharmaceutiques qui rêvent que tout le monde soit sur Ritalin, c'est toujours quelque chose de statique et c'est un problème neurodéveloppemental si on n'est pas attentif, alors que c'est un processus. C'est une communication en 3 ou 4 zones du cerveau qui doivent travailler ensemble pour être capable de rester concentré, surtout si c'est quelque chose qu'on n'aime pas. OK? C'est donc un effort, il y a une charge mentale à faire. Donc, quand on met un enfant 9 minutes devant la télévision le matin, eh bien, on perturbe toutes ses capacités d'apprentissage le reste de la journée. Si on le met devant Bob l'éponge ou la Patte Patrouille, 4 minutes suffisent. Pourquoi? Bob l'éponge, on est bombardé d'informations visuelles. Ce qui fait que l'enfant est comme ça après. J'exagère, c'est volontaire parce que je suis devant une caméra puis je veux vous montrer un peu l'effet que ça a. L'enfant va être sidéré, il va être à la recherche de stimulation, d'accord? Alors, vous allez avoir des enfants qui vont figer là-dedans, qui vont sidérer, et il y en a d'autres qui vont venir bousculer les autres parce qu'ils vont être à la recherche d'une stimulation comme dans Bob l'éponge. Il y en a d'autres qui, quand ils regardent Patte Patrouille, c'est un beau dessin, c'est une belle histoire, c'est une belle morale. Le problème de la Patte Patrouille, c'est la musique. C'est une musique de jeu vidéo et ce sont des musiques qui ont été créées volontairement, intentionnellement par des musiciens, accompagnés par des psychologues, d'accord, pour créer des musiques de type addictif. Et si vous regardez la Patte Patrouille, après, vous avez des enfants qui sont Patte Patrouille, et en fait, là aussi, on va avoir un type d'enfants ou de jeunes qui vont être sidérés ou un type de jeunes qui vont aller continuellement bousculer les autres parce qu'ils vont aller rechercher d'une manière ou d'une autre l'attention négative. Alors, dans ces deux éléments, vous imaginez les jeux vidéo, vous imaginez les Facebook de ce monde et autres réseaux sociaux qui vont faire en sorte que les stimulations visuelles et auditives vont tout faire pour arriver en fait à condamner la personne à rester continuellement avec l'activité. Et ce qui peut être problématique aussi par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au chatting, c'est que ça a été démontré, puis on le voit encore dans la presse aujourd'hui, quand on parle, vous savez, il est arrivé plusieurs fois qu'on a sorti des statistiques sur le Ritalin, la consommation au Canada de Ritalin et surtout au Québec où on dépasse, on est en général 4 ou 5 fois plus élevé que le reste du Canada. Je peux faire de la télévision pendant 1, 2 ou 3 semaines et des radios pendant 1, 2 ou 3 semaines quand on sort ce genre de statistiques-là. OK? Si on sort une bonne nouvelle, parce que j'ai été en contact avec un CI3S qui avait un projet fantastique ou une école qui avait un projet génial, que le journaliste est intéressé par relayer, que le client que j'ai accepte qu'on en parle, d'accord? Je les match entre eux et il n'y a rien. Aucune demande d'entrevue. Les bonnes nouvelles, ça ne fait pas vivre les médias. Puis on s'étonne de quoi on est bombardé depuis 2 ans. OK? Ça a été démontré, surtout aux États-Unis après l'affaire O.J. Simpson, d'accord? C'est que les Américains, avant que la police essaye d'arrêter O.J. Simpson, 9% des Américains se disaient stressés, anxieux. Juste après O.J. Simpson, 36% des Américains se sont dit stressés, anxieux. Il y a des tueurs pour vrai, dans la vraie vie, qui pourraient s'échapper. La police ne peut pas les attraper. Et c'est redescendu à 24%. Les drames, ça fait vivre. Et c'est là que les médias nous amènent à nous attacher à des personnages X qu'on rencontre. Ça peut être des bonnes personnes qui vivent un drame et on va vous faire vivre le drame. On va vous faire vivre l'inondation, on va vous faire vivre l'incendie parce que ça nous captive. Et on a des processus dans notre cerveau
qui font en sorte qu'on s'abreuve de ce genre de nouvelles et qu'on en oublie complètement la beauté du monde. Parce que la beauté du monde va moins libérer certaines hormones dont on a besoin pour pouvoir arriver, en fait, à survivre. Et ce qu'on constate, d'accord, c'est que plus les jeunes sont sur des écrans, plus c'est difficile de se mobiliser, plus c'est difficile de participer à des tâches familiales, parce que le besoin de se nourrir de l'écran virtuel fait en sorte qu'on a de la misère. Par contre, les jeunes qui, depuis toujours, sont régulièrement avec leurs parents, impliqués, puis qu'à l'adolescence, ils vont faire éventuellement des œuvres humanitaires ou des éléments comme ça, eh bien, ce seront des jeunes qui vont avoir beaucoup plus de facilité à se mobiliser. Mais s'ils ont plus de facilité à se mobiliser, ils vont avoir plus de facilité à aborder un cours. Et même s'il y a des cours qui sont parfois plus difficiles à appréhender, d'accord? C'est pas grave. Ils ont appris à faire un effort parce qu'ils savent que quand ils font un effort, leur hippocampe embarque et qu'il y a un moment donné où il va y avoir, dans un jour, 10 jours, un mois, une rétroaction positive, libération de dopamine, qui va leur dire, regarde, ta cote Z, elle est très bonne, tu vas pouvoir t'aider à l'option que tu aimerais vraiment faire plus tard grâce à ça. Mais celui qui n'a pas pris l'habitude très jeune d'accepter de faire peut-être des choses moins le fun, d'accord? Mais il va y avoir de plus en plus de difficultés. Alors, c'est certain que nos enfants vont résister, nos ados vont résister, d'accord? C'est normal, ça fait partie de l'enfance, ça fait partie de l'adolescence. Le tout, c'est à nous, les adultes, de les accompagner, en fait, pour qu'ils puissent arriver, en fait, à mieux développer leurs ressources. Donc, oui, les écrans, ça fait partie du monde pédagogique. Oui, les écrans sont utiles. Quand on regarde une encyclopédie, moi j'ai grandi avec des encyclopédies papier, quand je regardais un film, j'allais toujours regarder, d'accord, dans mon encyclopédie, pour avoir des éléments qui venaient compenser ou contredire éventuellement le contenu d'un film. J'ai appris l'histoire de cette manière-là notamment. D'accord? Puis je tripe sur les mouvements humains, je tripe sur les paradigmes historiques dans lesquels les sociétés se sont retrouvées. J'y ai eu du plaisir, mais ça demandait un effort. Aujourd'hui, on a des encyclopédies électroniques. C'est très utile. Ça veut dire que si je regarde quelque chose sur, mettons, l'Ukraine, mais je peux aller regarder en cliquant sur l'Ukraine, je pourrais explique qu'il y a 25 ans environ, l'Ukraine faisait partie de l'URSS et que l'URSS s'étant effondrée, à ce moment-là, l'Ukraine a pu prendre son indépendance, mais qu'à l'époque où, mettons, des tsars, l'Ukraine faisait partie de la Russie. Si je comprends ça, ça me permet d'appréhender pourquoi il y a une tension qui existe actuellement dans ce coin du monde et qui pourrait malheureusement dégénérer. Donc, en allant avec mon téléphone ou en allant avec mon ordinateur ou ma tablette, aller voir des choses sur l'ordinateur puis aller chercher de l'information, ça peut être quelque chose de vraiment agréable. Dans un cours, ça devient utile, ça devient une manière d'aider nos étudiants à illustrer des propos que l'on a, des choses qu'on essaie d'enseigner et de transmettre. Le défi, c'est qu'après, le jeune risque peut-être d'avoir de la misère à garder son niveau de vigilance, son niveau d'attention, parce que la stimulation qu'on lui aura donnée juste avant va poser problème. Et ce qu'on constate malheureusement, et ça s'est amplifié avec le phénomène de la pandémie, c'est qu'il y a de plus en plus de professeurs et surtout d'éducatrices de services de garde qui, pour avoir un calme relatif dans leur groupe, mettent des dessins animés pendant les récréations. Pendant le moment où les enfants vont manger leur collation avant de sortir dans la cour de récréation, on met des vidéos. Oui, mais si le jeune a regardé La Patte Patrouille ou Bob l'éponge avant de sortir, comment est-ce qu'il va jouer dehors? Il y en a qui ne bougeront pas parce qu'ils seront sidérés et il y en a qui vont se batailler. S'ils ont regardé quelque chose qui a stimulé, peut-être qu'ils vont être plus agressifs au roi de la montagne. Ou nos ados, mais peut-être qu'ils auront leur téléphone non-stop et que quand ils vont rentrer en classe, ils vont avoir la difficulté à se concentrer. Est-ce que vous avez déjà regardé à quel point tout le monde en parle, le nombre de secondes qu'on reste avec la même caméra? Nous sommes des adultes, c'est nous qui choisissons, ce n'est pas nos jeunes qui regardent ça. C'est la seule émission, on a des entrevues de 18-20 minutes.
Et le réalisateur change de caméra toutes les 3 à 8 secondes. Toutes les 3 à 8 secondes pour maintenir notre attention continuellement. Donc, si vous n'êtes pas actif vivant et que vous donnez un cours en hybride, c'est certain que vous risquez d'avoir certains étudiants pour lesquels, eux, d'être à votre cours, ils le font, mais ce n'est peut-être pas nécessairement le cours qu'ils auraient voulu suivre, d'accord? Ils aiment peut-être le cours de vos collègues, ce n'est pas de votre faute. Ils sont juste préférés et d'autres préférences que ce que vous aimez, OK? Mais la difficulté de rester attentif devant leur écran, le manque de relations sociales, le manque de contact, le manque de réalité, mais ça a fait en sorte qu'on a de plus en plus de glissades chez nos ados pendant l'été et qui ont de la misère à reprendre en septembre, et qu'on a on a une grande glissade chez les étudiants du cégep et les étudiants au secondaire, à l'université, qui ont eu du virtuel à longueur de temps, d'accord? Et selon ce que l'on fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça peut bouger. Par exemple, pour moi, ça m'arrive fréquemment de donner des formations pendant 6 heures devant mon écran. J'aime ça. Je parle du cerveau, je parle de la psychologie, je parle de la pédagogie, je parle du social. Et le nombre de fois que j'ai des chefs de service ou des directions d'école qui me disent hey, « je ne savais pas que mes enseignants étaient capables de rester 6 heures devant un écran. » Parce que j'essaie de rendre ça vivant. Mais si je ne rendais pas ça vivant, peut-être que ça pourrait faire en sorte que certains vont décrocher. Et je suis certain que c'est peut-être qu'à certains moments, certains vont décrocher. Je n'ai pas la croyance, d'accord, même que vous tous, on est censé être 129 aujourd'hui, je ne suis pas certain que vous soyez restés attentifs pendant les 45 minutes que je vous ai entretenu des effets du cerveau. Ça fait partie de la vie. Oui, Pedro dit que lui, oui, d'accord, j'espère que le plus possible de personnes, mais je n'ai pas beaucoup de caméras pour voir, en fait, qui est attentif ou qui ne l'est pas. Donc, c'est un processus naturel, mais c'est ma responsabilité comme pédagogue d'essayer de rendre mon cours le plus attrayant possible parce qu'il faut que j'amène le cerveau de mes étudiants, ou votre cerveau en l'occurrence ici, à privilégier l'hippocampe plutôt que le striatum et les noyaux codés. Alors voilà, j'aurais pu vous entretenir encore pendant un long moment, d'accord, mais je pense que ça va permettre peut-être déjà de démarrer une belle conversation par rapport à tout ça. Merci beaucoup, M. Monzé. Le temps filé, j'en reviens pas, il est déjà wow. Je pourrais dire qu'on a eu beaucoup de relâchement de dopamine pendant votre présentation parce que j'ai jamais vu tant de commentaires dans nos activités que lorsque vous avez parlé de fraises et de chantilly. Alors, tout le monde a sauté sur le morceau. On a aussi entendu récemment dans les médias comment est-ce que les écrans étaient problématique pour la vision, surtout si on met les tout petits devant l'écran, alors des problèmes de myopie qui sont contractés très, très jeunes. Je me tais, puis je vais ouvrir le plancher pour les questions parce que je ne sais pas les autres, mais moi, j'en aurais plusieurs. Le sujet était absolument fascinant. Alors, il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait pas de questions dans le clavardage. Il y avait M. David Laplante qui savait exactement les intervalles entre les plans de caméra dans Tout le monde en parle. Il nous explique qu'il avait lancé le défi à ses fils les plus vieux de compter des secondes. Alors, ils ont tous manqué les entrevues, mais ils ont compris l'idée. Donc, est-ce qu'on a des questions de la part des gens dans la salle, là? Allez-y, allumez votre caméra ou prenez le micro directement. On est à l'écoute. Oui, on a une main levée. Il s'agit de qui? Je ne le vois pas tout de suite. Oui, Pedro. Oui. Je peux y aller? Oui. Ben, merci Joël pour la présentation. C'était vraiment super. C'était très, très, très bien et très intéressant. Moi, je suis un spécialiste de l'attention. Je m'intéresse en fait au domaine artistique, mais les activités qui peuvent favoriser le développement de l'attention en art. Donc, je suis un spécialiste des arts et de l'attention. J'ai beaucoup aimé votre introduction de ne pas y aller avec les rapports de force. D'ailleurs, c'est quelque chose que je fais dans mes cours tout le temps. Je lance quand je vois que c'est problématique, là, parce que je leur demande des moments d'attention dans un cours et que je ne veux pas qu'ils utilisent les écrans.
Je leur dis tout le temps, est-ce que c'est vous qui utilisez l'écran ou c'est plutôt le contraire? C'est l'écran qui vous utilise pour leur envoyer dans une réflexion. Et on devrait avoir la notion que nos écrans, ce sont des outils et qu'on devrait en faire le même usage qu'un marteau. Donc, on doit s'en servir, oui, pour certaines activités, certaines fonctions. Puis, je comprends tout ça, puis moi, j'arrive à relativiser, mais le problème, c'est que les jeunes qui arrivent maintenant à l'université, ils sont nés avec un écran au bout des dents. Là, ça devient vraiment compliqué là, de leur faire prendre cette distanciation, de leur faire relativiser. Est-ce que vous avez d'autres stratégies qu'on peut utiliser là, pour leur faire prendre du recul? Et souvent, ce que j'observe en fait quand j'accompagne des familles qui sont aux prises avec cela, c'est que je leur expose ce qui se passe dans leur cerveau. Je leur explique que c'est normal qu'ils réagissent de cette manière-là. D'accord? Quand je parlais tantôt de l'alcool, c'est parce que c'est une manière de dire que pour nous, je prends un exemple, que mon grand-père, quand j'avais 5, 6, 7 ans, j'étais l'aîné de 3 garçons, puis quand mon grand-père et ma grand-mère me gardaient, eux voulaient faire une sieste, moi, dormir, c'est une perte de temps. Même encore aujourd'hui, c'est une perte de temps. Donc, faire une sieste, depuis très tôt, je ne veux rien savoir. Donc, mon grand-père avait trouvé la stratégie. Il me disait, Joël, si tu nous laisses dormir et tu laisses qu'on puisse se reposer, je vais te donner une once de bière. Il n'y a aucun grand-père qui ferait ça aujourd'hui. D'accord? Ça n'aurait aucun bon sens. Mais là, je plonge il y a 50 ans. Donc, le rapport à l'alcool était différent. Je suis un Européen aussi, ça joue aussi un peu peut-être. Mais quand j'avais 14 ans, on pouvait rentrer dans des tavernes. C'était normal. Alors qu'aujourd'hui, même en Belgique, ça demande 18 ans. Donc, le rapport à l'alcool, le rapport en fait que nous avons par rapport à tout ça, fait en sorte que quand on amène, OK, bien, on prend conscience de choses qui étaient normales. Je prendrai un autre exemple. J'ai vécu un choc culturel quand je suis arrivé au Québec la première fois en 92. On vendait des cigarettes dans les pharmacies. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas les pharmacies en Europe comme on a ici en Amérique du Nord. Donc, le phénomène de magasin général n'existe pas. Mais je ne comprenais pas. Alors aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, il y a une sensibilisation. Donc, quand on sensibilise nos jeunes, on les dit, écoutez, c'est normal la manière dont vous réagissez. Voilà ce qui est en train de se passer dans votre cerveau. Et je sais que je vous demande un effort quand vous restez concentré. Et qu'en plus, j'arrive à avoir un cours dynamique, un cours où mes jeunes sont intéressés. Parce que ça m'arrive parfois d'aller dans des écoles secondaires. Je suis invité à parler avec des ados, d'accord, de leur cerveau. Ben, veux pas. Ben, c'est certain que je triple là-dessus, puis je suis probablement vivant quand je l'enseigne. Probablement que si vous faites de l'art, quand vous parlez de votre art, vous êtes vivant. Mais si on a un professeur qui est vivant, les élèves, ils vont abandonner leur téléphone la plupart du temps parce qu'on va leur ramener ce côté vivant. Mais si je lis mon livre de référence, parce qu'on m'a demandé de donner un cours, par exemple, ECR, et que moi, la philosophie, la réflexion et le cours en lui-même ne m'intéressent pas. Mais bon, on m'a donné cette charge-là, je vais la donner, que je lis mon livre, d'accord? Ben, est-ce que je dois m'étonner que mes élèves vont passer plus de temps à regarder leur téléphone que de m'écouter? C'est ma responsabilité comme pédagogue d'être vivant. Donc, d'un côté, je sensibilise, je relativise, et j'essaye de leur offrir une manière de triper sur mes cours pour qu'à ce moment-là, ils soient beaucoup plus actifs. Puis alors après, ben, advienne que pourra, il faut espérer que petit à petit, tous mes collègues fassent la même chose et ça va nous amener peut-être à de plus en plus, pour moi, la pédagogie, l'enseignement, c'est un art. Il y a des gens qui sont plus techniciens qu'artistes, mais plus on sera des artistes en tant qu'enseignants, plus nos étudiants vont triper. Plus nos étudiants vont triper, moins ils auront besoin d'aller trouver du plaisir sur leur téléphone. Merci. Merci beaucoup, M. Monzi. Je vous interromps un peu cavalièrement parce qu'on a soudainement une recrudescence de questions. Alors peut-être, je ne pense pas qu'on va y arriver là, mais il y a Kat qui nous dit que c'est très intéressant comme présentation, puis elle va même la réécouter lorsqu'elle recevra l'enregistrement pour s'assurer qu'elle a bien compris.
Serge Gérin-Lajoie vous demande, que pensez-vous des données diffusées dans le reportage Génération écran, Génération malade, dont il nous donne l'URL et il dit notamment l'information à propos du transfert entre l'apprentissage à l'écran et la réalité et le dysfonctionnement comportemental suite à la surutilisation des écrans. Je ne sais pas si vous êtes au courant. J'ai pas vu le reportage, donc c'est pour moi difficile à pouvoir le commenter. Ce que l'on sait, c'est que oui, il y a une plus grande difficulté d'apprentissage quand on est sur les écrans. Pour une raison que je ne connais pas, la seule que je pourrais imaginer, c'est que quand on écrit des notes, parce que ça a été démontré, un étudiant qui écrit par exemple avec son ordinateur, qui prend des notes pendant son cours à l'ordinateur, ou un étudiant qui le prend de manière manuscrite, il y a un meilleur apprentissage parce que le corps est mieux impliqué dans l'écriture manuelle. Okay? Donc, il se peut que oui, il y a un problème. Mais on sait aussi que plus un enfant est tôt mis sur des écrans, plus il va avoir des problèmes pour apprendre au niveau de l'écriture, des problèmes orthophoniques. On sait par exemple que quelqu'un qui est tout le temps sur des écrans va perdre 40% d'accès aux mots. Ce qui équivaut même à un enfant qui vit dans un milieu très stimulant, par exemple, les parents sont à l'université ou sont professeurs au cégep, d'accord? Eh bien, il se retrouve avec une qualité de stimulation au niveau auditif et au niveau du langage verbal qui est équivalent aux milieux les plus pauvres qui existent. OK? Donc, on sait qu'il y a des problèmes d'orthophonie, on sait qu'il y a des problèmes de graphologie quand on est trop sur les écrans. Donc, probablement que l'un dans l'autre, on va se retrouver avec de plus en plus de difficultés. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus, moi, je vous inviterai peut-être à aller voir mon site cerveauetpsychologie.com où là, vous avez une formation, où là, c'est une dizaine d'heures d'informations que je vous donne, où je parle entre autres les enfants qui sont trop souvent sur des écrans. On remarque que plus ils sont souvent sur des écrans et plus on a des symptômes pré-psychotiques qui vont s'installer déjà en bas âge. Ils ne sont pas encore en psychose, mais rendus à l'âge adulte, qui plus est, s'ils vont prendre du pot, le risque de décompenser au niveau psychotique devient de plus en plus important. Donc, souvent, c'est un ensemble de choses sur plusieurs années qui font en sorte que nos étudiants, adolescents ou jeunes adultes ont de plus en plus de difficultés à fonctionner dans un environnement comme celui-là. Et l'idée, c'est de le savoir pour pouvoir essayer à court terme au moins d'aider nos jeunes dans notre maison et à moyen et long terme, d'essayer d'encourager nos étudiants à faire attention à tout ça. Merci, M. Monzé. On a une avalanche de questions. Je n'en reviens pas, je suis sidéré. On n'y arrivera pas. M. Léonard, qui se joint avec nous de l'Alberta, demande un petit mot sur les problèmes de synaptogénèse chez les tout-petits exposés aux écrans presque dès la naissance, si vous êtes en mesure de commenter. Oui, mais ce que l'on sait, c'est que pour que les synapses se créent, il faut qu'on ait des expériences. Autrement dit, le synapse ne se crée pas juste avec quelque chose d'intellectuel. Il faut que l'enfant soit en train de jouer, soit en train de se développer. Et le cerveau va atteindre sa pleine maturité entre 40 et 45 ans. Beaucoup de gens pensent que c'est vers 25 ans. Ce n'est pas le cas. Les études en neurosciences démontrent qu'aujourd'hui, nous faisons la moitié de notre carrière avec un cerveau incomplet. Donc, ça veut dire que, comme jeune prof, on a moins d'habileté, on a peut-être plus de fougue, mais moins de gestion de stress. OK? Mais on va avoir peut-être plus de stabilité affective dans la quarantaine, ce qui vous permet de gérer mieux un groupe classe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants en bas âge, la partie de leur cerveau qui fonctionne le mieux, c'est la partie mammifère. Elle est déjà câblée au moment où on est sorti du ventre de notre maman. Et c'est elle qui va contrôler l'ensemble des activités de l'enfant. C'est ça qui va l'amener à mordre, à pousser, à griffer, à se batailler éventuellement. Okay? Donc, s'il est tout le temps sur les écrans, la stimulation, le type de stimulation que ça fait, c'est des stimulations qui vont aller chercher le cerveau émotionnel, qui vont aller chercher le cerveau reptilien, mais qui ne vont pas aller chercher le néocortex. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'activité dans le néocortex. S'il n'y a pas d'activité, en tout cas très peu ou trop peu, s'il n'y a pas d'activité, les synapses ne se créent pas. Donc, on va avoir de plus en plus de difficultés. Et quand tantôt, je disais que des enfants qui sont trop souvent sur les écrans, d'accord, en bas âge, eh bien, leur cerveau temporal qui est dédié à la communication verbale se développe très peu et très mal parce que les synapses ne s'opérationnalisent pas comme on le voudrait. Si on a des jeunes qui sont en train de lutter contre des zombies, ils sont en train de se batailler. Ils vont aller chercher les zones reptiliennes de leur cerveau, très utiles si
Vous, Pedro, Carole et d'autres, on est en train de lutter contre des Vikings. Ce n'est pas le moment de réfléchir et d'avoir de l'affection pour les Vikings. Il faut défendre notre village. Donc, si on a un jeu qui est agressif, si on a un jeu qui est hyper stimulant au niveau du tronc cérébral, de nouveau, l'activité neuronale va se faire dans le tronc cérébral et dans le cerveau émotionnel et va moins se faire dans le néocortex. Donc, je vais ralentir la création de nouvelles synapses pour que je sois capable d'aborder de plus en plus les choses de manière adéquate. Et qui plus est, si je suis dans un état, puis on va le voir avec beaucoup de nos jeunes actuellement qui ont très peur du virus, qui ont très peur de ce qui est en train de se passer pour le moment, d'accord? Il y en a certains qui arrivent à faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes ne vont vraiment pas bien pour le moment. Et ces jeunes-là sont dans un état de sidération. Ils ne sont pas résilients, ils sont résignés. Et ils ne vont pas bien. Et quand on est dans cet état-là, la synaptogenèse s'arrête. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un sentiment de sécurité qui revient. Alors, quand les jeunes peuvent s'appuyer sur un professeur en qui ils ont confiance, sur un mentor, ou peuvent s'appuyer sur papa et maman qui sont là qui aident beaucoup, le sentiment de sécurité va se replacer et là, la synaptogenèse se relance. Mais s'ils sont dans un état de sidération, à ce moment-là, ils n'arrivent plus en fait à mémoriser des nouvelles choses, ce qui explique aussi pourquoi certains de nos jeunes vont avoir des difficultés en fait à gérer les apprentissages dans lesquels ils sont. Je crois que vous avez répondu à d'autres questions de cette manière. Donc, je vais en sauter quelques-unes, puis j'en viens à une question qui vient de Annie Vu, qui nous demande comment peut-on faire comprendre aux jeunes qui sont trop longtemps sur leurs écrans? Les explications sont intéressantes, mais un jeune ne sera pas nécessairement intéressé à comprendre la neuroscience derrière la cyberdépendance. Mais c'est certain que comme toute dépendance, tant que la personne ne réalise pas qu'elle est dépendante, on a peu de chances de pouvoir faire bouger les choses. On va voir le problème avec les substances comme la drogue ou l'alcool ou la cigarette. Tant que la personne considère que sa consommation d'alcool est normale ou qu'il ne remet pas en question le fait d'en consommer autant, bien, on aura beau essayer de le sensibiliser, lui-même ne le conscientise pas. Tout le phénomène des AA et des CA, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce type de rencontre-là, c'est que la personne qui est alcoolique va se définir « je suis alcoolique et je suis abstinent depuis autant de temps ». Là, il y a un espace de travail. Et si éventuellement la personne est à risque de rechuter, il peut y avoir un environnement qui fait en sorte qu'on va le soutenir. Normalement, il y a un parrain ou une marraine qui pourrait l'aider. Mais ça part, comme premier élément, de reconnaître qu'il y a une dépendance. Donc, tant que la reconnaissance n'est pas présente, c'est certain qu'on est face à quelque chose de problématique. Ça va être la même chose avec tout ce qui surstimule la dopamine et qui fait en sorte que parfois, on va privilégier les activités de récompense immédiate, d'accord, plutôt qu'autre chose. Ça peut aller vers même des agressions sexuelles. S'explique de cette manière-là parce que la recherche de dopamine dans l'espace de domination et dans l'espace de la sexualité fait en sorte que ça peut libérer chez certaines personnes beaucoup de dopamine et qui ne sont pas capables de pouvoir s'arrêter. Mais généralement, les pervers sexuels ne reconnaîtront pas qu'ils sont des pervers sexuels ou qu'ils sont des prédateurs. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre deux autres questions rapidement, si vous le voulez. On a déjà beaucoup de monde qui doivent nous quitter. Mais Marie Desneiges nous dit « Je suis maman de 2 jeunes enfants. Selon vos propos sur le temps d'écran plus néfaste le matin, est-ce à dire que c'est réellement moins pire en fin de journée? On se fiait à la recommandation de maximum 30 minutes par jour sans tenir compte du moment de la journée. Avez-vous un commentaire à ce sujet? » Mais moi, je le prendrais en fin de journée, de fait, pas le matin, parce que comme je l'ai dit, le matin, il suffit de 9 minutes de télévision pour avoir une perturbation. Il y a des enfants qui ont une capacité attentionnelle plus grande. Il y a des enfants qui ont plus d'habileté ou plus de désir d'apprendre. Des enfants qui ont un désir d'apprendre vont peut-être être moins dérangés par l'usage de l'écran le matin. Mais des enfants qui ont peut-être un peu plus d'efforts à faire parce que les cours ne les intéressent pas, parce qu'ils ont peut-être des petites difficultés d'apprentissage, ils ont peut-être des difficultés à gérer leurs émotions. Ces enfants qui sont un peu plus fragiles, qu'ils soient ou non considérés comme HDA, sont peut-être des enfants qui, par définition, ne devraient surtout pas regarder la télévision le matin. Et donc, à partir de ça, l'autre chose, si on regarde le 30 minutes avant la période de devoir, ben, ce n'est pas l'idéal non plus, parce que ce sera dur après pour l'enfant
de se reconcentrer sur les devoirs. Donc, il vaut peut-être mieux avoir fait tout ce qu'on a à faire. Et l'écran est une des choses. Et peut-être que si vous avez 2 jeunes enfants, mais qui ne vont pas prendre leur bain en même temps, mais peut-être que la demi-heure de télévision peut être utile au moment où vous donnez le bain à l'un et on inverse après. Ça va être à ce moment-là, on va leur donner l'accès, d'accord, mais dans un objectif stratégique où on est en fin de journée, où vous êtes en train de préparer le repas, c'est moins grave. Mais acceptez peut-être que vos jeunes vont avoir plus de difficultés à rester calmement assis sur à table quand ils seront en train de manger avec vous. Sauf si vous êtes le fun. C'est certain que si vous discutez de la politique actuelle et des nouvelles mesures sanitaires, mais vos jeunes vont décrocher. Mais si vous les interpellez, OK? Ben, veut pas, ils vont avoir envie de rester. Donc, quelque part, de nouveau, c'est aux parents, la même chose que ce que je discutais tantôt avec l'adulte, le professeur, c'est à nous de pouvoir être plus dynamique, plus interpellant que ce que l'écran peut l'être. Si mon enfant a l'habitude de faire des jeux réels avec moi, que je vais faire un igloo, je joue au roi de la montagne avec mes enfants, que je fais un jeu de société, que je joue au soccer, que je fais des choses avec eux et qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir du plaisir d'être en lien avec moi, si je leur montre comment faire de la cuisine et faire une bonne soupe, c'est le fun, et qu'ils m'aident à couper les légumes et tout ça, et c'est le fun d'être là avec papa et maman, ben, l'écran deviendra moins intéressant. L'écran n'est là que parce que nous avons peut-être parfois, pas toujours, mais peut-être parfois oublié de mettre des limites constantes et cohérentes. Tout à fait, très intéressant. D'ailleurs, moi, j'en profite pour pousser une pointe au sujet de certaines de mes valeurs de vie. Moi-même, ma thèse de maîtrise portait sur l'effet de l'activité physique sur le fonctionnement cognitif. Donc, je me suis beaucoup intéressé aux neurosciences. Donc, avant de peut-être faire ses devoirs, si on va jouer dehors, c'est sans doute très bénéfique pour le travail et pour le cerveau. Je vous vois hacher de la tête, alors on n'a pas besoin de plus de commentaires. J'aimerais terminer en remerciant tout le monde qui était là, en vous disant, M. Monzé, que votre propos est vraiment très intéressant. Et nous avons une dernière question de la part de Mme Sylvie Grimard de la SOFAD qui nous dit nous sommes plusieurs collègues de la SOFAD présentes ce midi et surtout bien conscientes des défis et des enjeux de l'utilisation pédagogique des écrans, les bénéfices et contraintes, portables, tablettes intelligents, etc. Ce volet numérique demeure une valeur ajoutée aux apprentissages quand on utilise les tablettes, les appareils, mais les apprenants, ils sont davantage accrochés, entre guillemets. Est-ce lié à l'augmentation de l'enseignement en ligne? Je pense que le dégât était déjà là avant et qu'il s'est complexifié avec l'apprentissage en ligne. Bien, alors, je pense que c'est suffisant. Je termine en mentionnant qu'on a beaucoup de gens qui nous ont donné des références dans le clavardage. Vous allez le recevoir, le clavardage, par la suite. Je vais sans doute aussi m'entretenir avec M. Monzé pour voir quel genre de suite qu'on peut donner à tout ça parce que vous avez peut-être déclenché quelque chose aujourd'hui. Et enfin, moi, toute la vue de ces chips m'a donné bien envie d'aller manger. Alors, merci infiniment à vous, M. Monzé. Le mot de la fin vous appartient. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli dans votre bureau ou de chez vous pendant ce temps de midi. Merci beaucoup, en fait, à vous et au REFAD de m'avoir invité. C'était très plaisant de vous présenter tout ça. Puis j'ai passé un bon moment avec vous. Donc, je vois visiblement que ça a été pareil pour vous. Donc, ça me remplit de plaisir. Merci. Ma dopamine est bien libérée par le plaisir que j'ai eu. Au revoir. Merci infiniment, M. Monzé. Au revoir à tout le monde. Ne devenez pas accroché.